tous, donc aujourd'hui nous avons le privilège d'interviewer le médecin associatif référent de l'association NCA INBA France qui interviendra donc pour les contrôles antidopage sur notre Open sélectif pour emmener des équipes saines à l'international et également qui interviendra durant les stages que nous allons organiser au sein de l'association. Donc, dans ce cadre, nous allons donc procéder à l'interview du docteur Yves Divert, qui est donc notre expert en médecine, associatif NCA INBA France. Donc, okay. On s'assoit? Ouais, ok. Allez, asseyons-nous. On va commencer notre petite interview. Bien, comme vous le disiez, je m'appelle Yves Divert, je suis médecin généraliste depuis 40 ans, mais auparavant j'étais attaché d'endocrino au CHU. Auparavant, j'ai bossé l'homéopathie, j'ai eu un DEA de nutrition et j'ai bossé la médecine thermale, différente, l'acupuncture, enfin bref, beaucoup de petites choses qui m'ont intéressé. Mais particulièrement, c'est mon activité locale où je vois à peu près 40 patients par jour et où je m'occupe des associations sportives, etc. du coin, où j'ai une pratique personnelle sportive qui a été à un niveau intéressant, pratiquement national en athlétisme, et puis ensuite j'ai suivi des équipes de foot, de hand, locales, avec les examens qui les suivent. Et en même temps, on a aussi, bien sûr, un club handisport qui s'occupe de musculation sur la ville, qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier aussi pour m'intéresser à ces questions-là. Voilà en tout la présentation. J'ai 63 ans, mais ça va, on se tient. Qu'est-ce que vous aimez vraiment qui n'a jamais bougé durant votre vie? D'accord. Eh bien, les passions, c'est pas toujours facile d'en parler, surtout quand on en a beaucoup. Ma première passion, c'est certainement les soins que je peux prodiguer à mes patients et la compréhension de l'être humain dans tout ce qu'il fait, dans la vie quotidienne, et en particulier dans l'activité sportive. Mon autre passion, bien sûr, c'est l'écologie, la nature, etc. C'est des choses qui m'ont toujours suivi, parce que j'ai toujours été sous la bannière des écologistes indépendants. Mon autre passion encore, c'est la musique, puisque j'aimerais un jour enfin pouvoir être au niveau au saxophone, mais j'y suis pas encore. Vous avez compris, nous avons un Mozart dans la médecine avec nous. Association pour développer le culturisme naturel à travers l'INBA France. D'accord. Donc le sens de mon intervention au sein de l'association, il part du principe que faire du culturisme c'est bien, c'est un réel sport qui mérite d'être connu et développé parce que c'est une technicité, c'est une connaissance, c'est un travail sur le corps qui n'est pas connu vraiment du grand public, mais c'est aussi rester en bonne santé. Donc l'intérêt d'un médecin c'est dire où sont les bornes. Où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on doit s'arrêter, comment on doit s'alimenter, les produits qu'on ne doit surtout pas toucher, maintenir une espérance de vie correcte à long terme, en bonne santé, et non pas voir des gens qui, à 40 ans ou 50 ans, souffrent d'insuffisance cardiaque ou des choses comme ça. D'accord ? Donc c'est les erreurs commises par certains groupes culturistes qui m'incitent à m'investir vivement dans cette association. Quand est-ce que tu penses intervenir au sein de notre association? Alors, par exemple, est-ce que tu penses organiser par exemple des stages d'information pour les athlètes qui veulent faire de leur activité une défense de leur propre santé? Alors oui, famille, bien sûr. Alors, mon mode d'action est quand? Ça, c'est encore en réflexion, très honnêtement, mais il y a un gros travail d'information didactique, déjà, qui doit être au point, pour pouvoir le transmettre. Après, on le transmet quand? Quand on réunit des groupes, ou quand on fait une information écrite, ou mail, ou n'importe quel support, qui permet à ces groupes de comprendre un petit peu ce qu'est la physiologie humaine, et comment on peut l'utiliser cette physiologie humaine pour être bien, en bonne santé, et à la fois morale et physique,
sachant les épreuves que ça représente, se présenter dans des contests de bodybuilding, des choses comme ça, c'est quand même quelque chose qui est énorme sur le plan mental et physique. Donc tout ça mérite un petit peu une école qui n'est pas l'école de la rue où tiens, je vais bouffer les protéines là, tiens, je vais manger tel produit, tiens, il y a un produit miracle qui est sorti, avec ça vous avez vu, ça gonfle, etc. Non, 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 non. Tout ça, il faut respecter des règles précises, comme dans tout sport d'ailleurs. Quand donc, alors, ces réunions seront organisées en Lorraine, bien sûr, parce que on est en Lorraine, hein, puis après tout, il n'y a pas de honte. On est au carrefour européen de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique et de la France. On aurait bien tort de s'en priver, d'autant qu'il y a quand même des installations intéressantes dans le coin, et voilà. Donc les lieux, il y a plein de lieux dont on peut disposer pour enseigner, notamment les clubs dans lesquels qui peuvent nous inviter et chez lesquels on peut prodiguer la bonne parole, tout simplement. Alors comment pensez-vous justement informer le public culturiste extrême ou extrême et leurs familles des bénéfices d'une pratique saine de leur sport? Comment? Quels moyens? Par quels moyens? Quelle méthode? Voilà. Oui. Alors la méthode, moi je crois beaucoup à la méthode dans ce milieu-là des grands frères. Je crois beaucoup à la méthode de celui qui a créé le club, de celui qui un petit peu s'occupe des autres, leur explique un peu ce qu'il faut faire et tout. C'est ces grands frères, entre guillemets, qu'il faut renseigner, qu'il faut informer vraiment un maximum pour qu'ils puissent transmettre la parole et pour qu'ils puissent, parce qu'ils ont une autorité sur les autres, une autorité naturelle qu'en général ils méritent largement. Et c'est un moyen de communiquer, de passer l'information qui me semble probant. Parce que c'est un milieu où, bien que chacun travaille pour lui, en fait c'est un vrai travail d'équipe. C'est vraiment des gens qui sont solidaires, c'est un groupe particulier. Un peu, moi je compare ça un peu aux motards aussi dans l'esprit. C'est des gens qui sont très solidaires. Et quand on a un grand frère qui dit attention, là c'est comme ça, on dépasse pas ça parce que ça c'est dangereux, je vous informe que ça, vous allez avoir des cours là-dessus et tout, et bossez-moi ça parce que sinon on fait rien, ça paye, c'est intéressant. Stop. Alors pourquoi, d'après vous, parler de la santé dans une pratique de bodybuilding où on le sait bien, dans cette pratique-là, pour l'instant c'est un peu la porte ouverte quand même un petit peu à toutes les pratiques, à tous les types de pratiques. Pourquoi insister autant sur la santé? Parce que le challenge il est énorme. D'abord le bodybuilding c'est un marché. C'est un marché avec des lobbies qui se disputent ce marché. Et quand on se dispute un marché, on fait de la pub, on manipule un petit peu la pensée des gens pour qu'ils achètent des produits, pour qu'ils entrent dans un créneau qui soit rentable. Alors les bodybuilders sont les victimes de cette affaire-là en premier lieu. Donc déjà les informer, remettre les choses à leur place, remettre l'église au milieu du village, comme on dit, c'est extrêmement important parce qu'on lutte contre quelque chose de peut-être plus fort que nous au départ. Donc c'est important. Puis pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de bodybuilding. Le bodybuilding, c'est la recherche de l'excellence dans le corps. Comme on peut rechercher l'excellence dans l'esprit, on peut aussi rechercher l'excellence dans le corps, chacun sa méthode, pourquoi pas. Mais on ne recherche pas l'excellence du corps en bousillant ce corps, ça se fait pas. On voit trop d'exemples comme ça, c'est inadmissible, c'est intolérable. On ne peut que bouger. Donc maintenant, nous allons parler un peu plus de la diète toute l'année et du fait d'être sec à l'année, à savoir est-ce que c'est vraiment un signe de santé? Alors Doc, est-ce que c'est vraiment un signe de santé que d'être sec toute l'année? Ça c'est un peu dur à entendre, c'est même très dur à entendre. Bon, il y a les compétitions, il y a les critères de compétition. Quand on va dans une compétition, bien sûr on est un petit peu à l'extrême et on se sèche entre guillemets. Il faut savoir qu'être séché c'est une situation extrême, c'est pas une situation métabolique normale. On est en cétose, on est dans des conditions où le corps doit se défendre difficilement. D'ailleurs, les gens qui le font et qui le pratiquent savent très bien que des fois ils sont à la limite du malaise, qu'ils ne sont pas trop bien, que le moral n'est pas là, que physiquement ils ont des vertiges, des malaises, des envies de vomir, des choses comme ça. Tout ça témoigne
de l'aspect anti-physiologique de cette affaire-là. C'est une compétition, donc quand on fait une compétition, celui qui court le 5000, il va au bout pour gagner le 5000, celui qui lance le javelot, il va au bout pour lancer son javelot, celui qui fait du culturisme, il va au bout pour parvenir à ses fins, c'est tout à fait normal. Maintenant, après, il faut revenir à une physiologie normale. Il faut surtout dessécher, entre guillemets, avec... Alors Doc, est-ce que tu peux nous expliquer comment faire pour dessécher? Avec quels moyens est-ce qu'on peut, on va dire, rééquilibrer un petit peu les choses? Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on a mis quelques mois à obtenir, on ne peut pas le rétablir en un jeu. C'est pas possible. Il faut savoir être progressif. Il faut savoir petit à petit, ramener le corps dans des conditions normales. Donc, le réalimenter, bien sûr, et l'hydrater. Ça, c'est extrêmement important. Et surtout, respecter une alimentation relativement saine. Ce n'est pas le moment de faire des excès, ni d'alcool, ni de tabac, ni des choses comme ça, parce qu'on est dans une situation fragile. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ranime quelqu'un, en quelque sorte? Eh ben, on y va tout doucement, on remange des glucides, bien sûr qu'on réintroduit les glucides, bien sûr qu'on garde une ration protéinée, mais qui n'a pas besoin d'être excessive, elle a besoin d'être tout à fait normale, puisqu'on sait que les excès de protéines à long terme sont tout à fait péjoratifs. À long terme, j'entends, quand on les fait de façon chronique. On peut se permettre une diète protéinée dans un temps donné, mais pas à long terme. Parce que ça, c'est mauvais pour les cancers, pour l'immunité, pour les maladies cardiovasculaires, etc. Stop. Voilà. Doc, est-ce que c'est dangereux, et pourquoi c'est dangereux de pratiquer des régimes hyperprotéinés? Alors, les régimes hyperprotéinés aboutissent au fait que le corps soit obligé de puiser dans ses propres graisses pour avoir de l'énergie. Puisqu'on ne file pas d'énergie, les protéines, ça ne file pas beaucoup d'énergie. Là, c'est une question d'énergie. Donc, le corps tape dans ses triglycérides, il y a des acides gras libres qui sont utilisés à la place du glucose, et fabrique des corps cétoniques. Or, les corps cétoniques, c'est le plus grand leurre que le corps ait jamais inventé. 1, ça coupe la faim. 2, ça rend très tonique dans la tête, donc on a l'impression qu'on est en pleine forme, alors qu'en réalité, on est en acidocétose, en cétose en tout cas, sûre, et en acidocétose potentielle, notamment quand on fait des efforts. Donc là, c'est une situation pathologique, métabolique, qu'on peut tenir un certain temps, mais pas longtemps. Donc il faut en revenir après. Et on en revient en réintroduisant justement des sucres lents. Stop. Est-ce que cet apport de protéines qui crée la cétose, donc en créant une hyperactivité, peut créer une sensibilité plus appuyée et peut monter le taux d'agressivité d'un individu? Bien sûr qu'à partir du moment où on est dans cet état-là, c'est un état artificiel. C'est comme si on prenait un produit qui nous maintienne un dopant en quelque sorte. Le corps cétonique pour le cerveau, c'est un dopant. Donc on est selon nos caractéristiques personnelles bien sûr, on peut très bien péter un câble, comme on peut s'effondrer en larmes, comme on peut être excité, développer une névrose, des choses comme ça, bien entendu. Bien entendu. Donc on va en parler. Alors, on va peut-être en parler avant. Redivore. Voilà, donc mais ça c'est important. Ouais, justement c'est important. Donc ça, alors c'est bon. Vas-y. Alors voilà, docteur Divers, est-ce que la créatine est un produit dopant? Bah non, ça n'a jamais été un produit dopant. La créatine, c'est un déchet. C'est un déchet à tel point qu'on le dose dans le sang pour savoir comment le rein fonctionne, comment il élimine la créatine. Donc ça vient du muscle, bien sûr, du fonctionnement musculaire, bien sûr. Mais voilà quoi, ça n'a jamais été un produit qui sert à faire fonctionner spécialement le muscle. C'est plutôt un produit qui est éliminé.